Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Business Club de France des entrepreneurs, une émission un peu spéciale puisque nous allons parler de Noël, de sapin, de champagne, nous parlerons aussi de jouets. Mais arrêtons-nous un instant avant de commencer sur cette étude YouGov pour la plateforme Encore Store qui relie commerçants et marques. Il ressort de cette étude que la dépense moyenne des Français à Noël 2023, sera de 529 €. On compte dans cette enveloppe repas, décorations et cadeaux. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, le budget, lui, est de 472 € et il est de 641 € en Bourgogne-Franche-Comté. Et puis sans surprise, on apprend que 58% des Français choisissent des prix bas ou des promotions. Et pour réduire encore les coûts, 44% d'entre eux n'offriront des cadeaux qu'aux enfants. Et oui, c'est vrai, les adultes n'ont pas été très sages cette année. Allez, nous partons dans le Finistère, dans les coulisses de la sapinière Ouest et Cornouailles, qui fournit chaque année quelques milliers de sapins aux collectivités du Sud Finistère, mais aussi aux particuliers en vente directe. Un reportage de TBO, la télévision bretonne. Honorer la magie de Noël, c'est d'abord du sport. On est chaud pour la journée là. Ronan et son équipe ont 70 sapins à charger dans ce camion. Là, on est en train de préparer pour les communes qui viennent prendre sur le pays Bigoudin. Donc il y a la commune de Pamar, comme tous les ans, ils prennent avec moi. Et donc on a chargé leur chargement pour leur décoration pour la ville. La sapinière compte 20 hectares d'exploitation répartis sur 7 communes du Sud Finistère. Tous les matins, Ronan se rend sur l'un des sites pour y récolter ses sapins. Donc là, on vient d'avoir coupé les sapins pour la vente directe qui va débuter là, à partir de 10 h chez nous sur le site. Donc on coupe les sapins le matin comme ça pour avoir un produit frais. Fraîchement coupés, les sapins sont amenés sur le site de vente où les particuliers viennent chercher leur arbre de Noël. Vous en voulez un comme ça, les garçons? C'est un comme ça? Il vous plaît celui-là? Oui. Oh, celui-là, il me plaît. Lui, ça fait un mois qu'il demande à décorer Noël depuis... Hein? Tu veux faire quoi depuis quelques jours? Noël. Voilà. L'inflation des prix ne freine pour le moment pas les acheteurs, mais se ressent sur le choix des sapins. On ne ressent pas trop la crise sur le sapin. C'est un produit qu'on achète qu'une fois dans l'année, dont les gens ils aiment bien avoir leur sapin. Peut-être qu'ils vont prendre un peu plus petit, donc un peu moins cher, mais comme il y a une augmentation un peu sur le prix, je pense qu'on va ressentir un peu sur la vente. La sapinière est ouverte jusqu'au 24 décembre, comptez de 15 à 70 € pour un sapin. À l'approche des fêtes de fin d'année, les fabricants et distributeurs de jeux et jouets s'activent pour avoir des stocks suffisants. C'est le cas d'Alizé Group à Bérennes-les-Forbach, spécialisée dans l'indémodable puzzle. L'entreprise tourne à plein régime. Un reportage de Moselle TV. Des posters comme celui-ci, il en sort près de 4000 par jour de cette imprimante. Que ce soit des paysages connus de tous ou vos simples photos de famille. Notre force aujourd'hui, c'est vraiment la flexibilité. On est capable aujourd'hui de produire soit un visuel à l'unité, soit de le produire par 100, 200, 300. Chez nous, on est ultra réactif parce qu'on peut vous sortir une boîte personnalisée dans la journée. Une fois imprimé, le poster est collé sur du carton et termine sa route dans cette machine qu'on appelle la presse. En Moselle et à la frontière, on fait beaucoup de biscuits de Noël. Donc ça fonctionne un petit peu comme un emporte-pièce. Donc on a ici le dessin d'un puzzle. Donc là, on a des toutes petites pièces de 2 cm. Par contre, il faut aussi qu'on pense aux enfants et aux seniors. Donc on fait des pièces un petit peu plus grandes. Donc là, du coup, on va passer sur des pièces qui seront légèrement plus grandes. Et si on rajoute de la mousse à l'intérieur, c'est juste en fait l'action mécanique. On vient presser la plaque de puzzle et la mousse, en reprenant sa forme, va éjecter le carton. Et c'est ce qu'on va retrouver sur le tapis. Ne reste plus qu'à emballer. Le temps pour nous de changer d'entrepôt et d'arriver du côté logistique. Ici, c'est là que sont stockés les puzzles que l'on prépare pour l'expédition à nos clients. Par exemple, actuellement, là, vous voyez, ce sont les commandes du jour qu'on est en train de traiter. C'est pour les particuliers, c'est-à-dire ici, vous avez des commandes qui partent pour la France, pour l'Allemagne, pour différents pays. Ici, dorment près d'1 million de puzzles, des stocks hauts, pour faire face à la vague des fêtes de fin d'année.
On arrive au début de la période haute, donc aujourd'hui on est sur à peu près un petit millier de commandes par jour, donc environ 4000 boîtes par jour. D'ici quelques semaines, on va monter à 4000 commandes par jour, soit entre 12 et 15 000 boîtes expédiées par jour. Pour tenir la cadence, une vingtaine de bras supplémentaires ont été recrutés. Les commandes, elles, partiront pour 30% dans l'Hexagone. Voilà, donc c'est très artisanal, mais c'est très efficace. Et le reste, partout dans le monde. Remplacer les étuis en carton des bouteilles de champagne par une feuille de papier en chanvre au bois, c'est le défi relevé par la maison Chassenet d'Ars à Ville-sur-Ars, dans l'Aube, et c'est un reportage de Canal 32. Pour se démarquer dans un marché concurrentiel, la maison Chassenet d'Ars mise sur le développement durable. Sa gamme bio, les authentiques, a servi de pilote pour le packaging. Une feuille de papier en chanvre remplace l'habituel étui. Qui, j'allais dire, font plaisir à peu près 2 minutes. L'impact écologique est vraiment terrible. Donc l'idée a été de supprimer cet étui au profit d'un voile d'emballage qui est en chanvre, totalement biodégradable, compostable. Vous le mettez dans un bac de compost ou même dans une poubelle de déchets quotidiens. En 3 semaines, il n'y a plus rien. L'habillage des flacons a également été revu. La maison de champagne prévoit de commercialiser d'ici 5 ans 75 000 bouteilles avec cette nouvelle identité. Sur la première cuvée bio, nous étions sur des codes d'habillage champenois très classiques. Une étiquette, une contre-étiquette, une collerette et une coiffe dite longue. Dans cette nouvelle version, nous avons cherché à minimiser l'ensemble des matières utilisées. Donc ici, vous avez une étiquette contre-étiquette assemblée, une coiffe courte, la suppression en fait de la collerette. Le développement durable comprend un volet social. Avec l'appui d'un étudiant de l'école supérieure de design de Troyes, la coopérative a collaboré avec des entreprises locales pour mener à terme ce projet. Et on a travaillé vraiment en co-construction, alors avec 2 entreprises locales, pour les étiquettes l'entreprise Brodard, mais également sur la partie chanvre avec la chanvrière de l'Aube, également un autre partenaire qui est en Savoie, qui est spécialisé en fait sur la conception de papier, d'emballage plutôt d'origine naturelle. Naturellement, la coopérative mesure l'intérêt économique à long terme. Dans le cadre de son plan stratégique Ozone 2025, elle prévoit d'explorer toutes les possibilités du développement durable. C'est aussi des économies d'un point de vue financier. C'est sûr que les emballages ont un coût. L'ensemble de la gamme va subir, la même transformation avec la suppression de la collerette, des coiffes courtes. Et nous sommes en train de travailler la suppression des étuis sur la totalité de la gamme. Le partenaire avec lequel on a travaillé nous a proposé des papiers à base d'herbe, à base de sarment de vigne. Aujourd'hui, ils sont broyés pour servir d'amendement dans les vignes. On pourrait très bien imaginer en récupérer une partie aussi. C'est ce qui est déjà fait par ailleurs pour faire de la pâte dite à papier. Pourquoi ne pas être disrupteur ou tout du moins être en avance peut-être sur des réglementations futures? Quant à ces vins de champagne bio, la moitié des cuvées authentiques sont allouées au marché français. 2 autres vignerons devraient se lancer dans l'aventure pour proposer une nouvelle déclinaison en blanc de blanc. Allez, partons à Limoges cette fois-ci à la découverte des coulisses de la fabrication de porcelaine, la porcelaine Guy de Graine. Un reportage de 7 à Limoges. Ce site appartient donc au groupe De Graine depuis 1988, donc exactement. On fabrique essentiellement de la porcelaine dédiée aux arts de la table, donc de la fabrication jusqu'à la décoration. Et sur ce même site, on a un point de vente avec un label EPV et aussi un label IGP. En fait, cette pièce a été créée il y a très longtemps et c'est ce qui a fait le lien un petit peu entre la porcelaine de Limoges et les arts de la table qui étaient déjà fabriqués en inox en Normandie, notamment toute la partie coutellerie, fourchette, mais aussi ce genre de produits qui ont fait le lien entre les 2 industries porcelainières et vraiment la maîtrise de l'inox. C'est un modèle qu'on appelle aujourd'hui Super Nature. Cet effet un peu nature écorce avec petit filet or. Sur ce produit-là, donc c'est un filet FMA qui est fait aussi, comme vous l'avez vu tout à l'heure, dans notre atelier. Après, avec une cuisson, ce qu'on appelle une cuisson petit feu, donc à 880 degrés. Et pour terminer, allons visiter la Corse avec nos partenaires de Telepaese qui nous invitent à découvrir les secrets de fabrication du fromage de Calinzana. Bonne visite.
Depuis combien de temps vous fabriquez le fromage de Calenzane? Depuis 2011, j'ai vraiment commencé à le fabriquer. Est-ce que vous pouvez nous décrire les étapes de fabrication de ce fromage? Le matin, déjà, il faut traire les brebis. Une fois qu'on a le lait, on l'a dans le bidon, on transporte les bidons jusqu'à le lieu de transformation. On verse le lait, on le chauffe, après on caille. Et après, on le casse et on les met dans les formes. Et il y a 3 étapes pour le salage. On sale le lendemain, une fois, dessus. Le surlendemain, on sale dessous. Et après, on le sale entièrement, une autre fois, pour empêcher qu'il se déforme. Puisqu'en fait, le fromage de Calenzane, c'est un fromage carré. Au fur et à mesure qu'on va serrer dans des caisses en bois et après on va l'affiner. C'est quoi les caractéristiques de ce fromage? C'est justement un fromage qui va être affiné au moins sur une période déjà de 7 mois pour qu'il soit mangeable. Voilà, pour que le sel au fur et à mesure puisse partir. C'est pas un fromage à croûte, c'est un fromage à tendre. Justement, vous parlez de l'affinage, du coup quelle place occupe cette étape dans le processus de fabrication? Très important parce que pendant un mois, on va dire, on ne le touche pas. On attend que la flore bactérienne naturelle se forme autour du fromage. Puis à partir d'un mois, on commence à le laver. Et après, on le met à plat. Et au fur et à mesure, on le met debout pour qu'il reste carré en fait. C'est un fromage qui a tendance, surtout quand il commence à faire beau et que la chaleur augmente, à se déformer si on ne fait pas attention. Il faut entre 12 et 14 degrés, c'est la température idéale. Après, il faut un taux d'humidité normalement de 80% dans la cave. Est-ce que du coup, il y a d'autres éléments, facteurs qui jouent sur la conservation du produit? Je trouve qu'une chose qui est très importante, c'est l'alimentation de la brebis. C'est ce qui va donner le goût au lait. Moi, je sais que les miennes, c'est des brebis corses, elles mangent le maquis. Elles mangent de l'herbe, mais si elles n'ont pas leur dose de maquis, elles ne sont pas contentes. Donc ça donne vraiment un goût particulier. Je trouve que c'est un fromage vraiment qui est très bon. J'exerce ce métier de berger depuis maintenant presque 40 ans. Donc 40 ans, j'ai eu des chèvres, des brebis, des vaches et des cochons. J'ai essayé toutes sortes d'animaux qui pouvaient me nourrir, moi et ma famille. Et je suis revenu à la brebis. La brebis, c'est la plus docile pour la Corse et plus facile à gérer. Voilà. Comment du coup vous en êtes arrivé à ce métier de berger? C'est dû à l'exploitation familiale? C'est dû parce que j'ai eu 3 enfants et je ne pouvais pas m'en aller travailler à DDE et avoir un domaine. Je n'aimais pas rester dans un bureau. Moi, il me fallait être libre et indépendant. Quand je dis indépendant, ça veut dire que je peux me lever à 4h du matin ou à 2h ou à minuit et me coucher quand j'ai envie. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission qui reste disponible en replay vidéo. Il va falloir d'ailleurs trouver un autre mot pour le mot replay. Nous sommes toujours aussi en version audio podcast et sur une dizaine de radios un peu partout en France qui diffusent cette émission. Un salut chaleureux à tous nos auditeurs. On revient la semaine prochaine.